bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Alors oui, je sais, j'ai pris pas mal de temps à essayer de sortir cette vidéo, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je puisse dire si ce n'est que j'étais pas pressé pour sortir la vidéo sur la WWE. Et d'ailleurs, il y a une autre raison que je vais vous expliquer maintenant. Il faut savoir que samedi et dimanche, je n'étais pas présent chez moi, mais j'étais bien bah, en tournée dans deux endroits différents, si on peut le dire. Bref, je vais vous expliquer. En gros, si vous voulez, j'étais le samedi 23 mai du côté de la France pour voir un show de la ICWA. Donc l'événement s'intitule Révolution édition 16 et auquel j'ai bien sûr filmé sur place et pourquoi pas un jour vous montrer le show complet avec l'accord de la ICWA. Mais ça, on verra bien. Et puis, le 24 mai, donc un dimanche, eh bien, ce jour-là, j'ai dû faire mon séminaire pour le stage avec Nathan Black et également assister au show de l'épisode 3 de Factory, auquel on s'est bien régalé. C'est sûr que moi et Adrien, on a pas mal bien réagi, on a bien contribué à la structure en soi et auquel ça a été cool. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était génial. Mais bon, tout ce que je voulais vous dire, c'est que le show auquel on va parler, c'est WWE Saturday Night's Main Event, auquel cette édition-là n'intéressait forcément personne, malheureusement. Mais auquel, bien sûr, on en parle. Et d'ailleurs, c'est ironique parce que il faut savoir qu'il y avait également le show de AEW Double or Nothing, auquel ça s'est déroulé un jour après Saturday Night's Main Event, et auquel je me dis que ce soit la ICWA Révolution 16 ou Bodyzoy Factory épisode 3 et Double or Nothing, on dirait ça vaut largement que le show WWE Saturday Night's Main Event. Mais par contre, à ne pas négliger le show inattendu auquel on pourrait assister. Donc le show Clash in Italy sera sûrement, je l'espère, beaucoup mieux que Saturday Night's Main Event. Et c'est que un avis personnel que je pourrais dire. Mais bon, assez vous faire mariner, je vais vous présenter la carte. Et du coup, dans la carte, il n'y a que 5 matchs. Donc dans les 5 matchs, il y a des matchs auxquels il y a un match de championnat, deuxième match de championnat, troisième match de championnat, et deux matchs auxquels il n'y a pas de titre en jeu. Donc voilà. Donc le premier auquel je vais vous citer, c'est le match Six Woman Tag Team Match. Donc match à 6 féminin, ou plutôt match 3 contre 3 féminin, avec tout simplement Jet Cargill qui fait équipe avec Michin Miyahim et Bifab contre Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Donc vous connaissez peut-être l'histoire, vous saviez que lors de WrestleMania 42 à Las Vegas dans le Nevada, Rhea Ripley elle a battu Jet Cargill pour devenir la championne féminin de la WWE, et auquel ces temps-ci, je vais pas vous mentir, on sait que la rivalité entre Jade et Rhea ne fait que encore continuer, mais ce qu'il y avait autour, c'était pas très intéressant malheureusement. Alors certes, les passages à tabac auxquels elle en a subi, Rhea Ripley, puis elle a eu l'aide de Alexa Bliss et de Charlotte Flair. Mais même entre Rhea et Charlotte Flair, c'est pas non plus la grande entente, enfin, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que on va beaucoup nous utiliser des tensions, des disputes de gamines de 15 ans dans un collège. Oui, parce que le booking est tellement n'importe quoi qu'on se dit, on dirait ça leur plaise d'écrire des scénarios dignes de lycéens. Je me demande comment ça se fait, on en arrive ainsi, alors que vous saviez ce genre de truc, normalement ça arrive même du côté de NXT,
et auquel j'aimerais du changement un peu mature au niveau booking, parce que le booking n'est pas assez mature en soi. Et je ne dis pas qu'il faut être trash, violent, euh, comme à l'époque de l'Attitude Era. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Disons que ça pourrait y ressembler en mode Attitude Era ou encore Ruthless Aggression, quelque chose comme ça, mais à une autre manière. À une autre manière, je dis pas de plus en plus PG ou autre. Enfin, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais on aimerait que ça soit un peu plus sérieux et mature, quoi, parce que là, c'est vraiment du dramaturgie, une Rhea Ripley qui crée des problèmes là où il y en a pas entre elle et Charlotte, et du coup, ben, forcément, ça commence à saouler les gens, moi y compris, OG y compris, d'autres y compris, et d'autres vidéastes, hein, ça saoule pas mal de personnes. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Nous, on fait partie de ceux qui n'aiment pas ce genre de traitement de booking. Et après, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise dans ce match à 3 si ce n'est que on a eu ce qu'on a eu, les faces qui se font encourager, les heals qui font de la hit, et coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre si ce n'est que après des semaines à teaser des tensions entre Rhea et Charlotte, finalement les deux arrivent à s'entendre, même lorsque Alexa Bliss est dans l'équation pour créer un genre de moment bah, d'entendre. Mais sauf que c'est tellement prévisible et aussi c'est pas notre cam, malheureusement c'est pas notre cam, et du coup ben, par la suite ben, les heals, donc Michin et Bifab et même Jet Cargill prennent, enfin ils font de la hit envers les babyface, puis on laisse les babyface prendre l'avantage, faire leurs multiples comebacks, etc. Jusqu'à ce que il y en a qui vont se faire éjecter du ring, soit par des éjections ou plutôt par finish, ça dépend de comment on pourrait voir, jusqu'à ce qu'il ne reste que Rhea et Jade qui se trouvent face à face et auquel bah, Jade a failli bah, perdre le match à cause d'un coup de boule et d'un reptile, mais heureusement qu'il y avait Bifab ou Michin qui étaient par là pour lui sauver les miches, et qu'après s'être occupé des deux autres, eh bien, Rhea voulait en finir une bonne fois pour toutes avec Jet Cargill, mais ce sera Jet Cargill qui va prendre à son avantage en faisant un brogue kick, et si je dis pas de bêtises, elle va effectuer sa Jaded pour la victoire. Donc en gros, c'est victoire de Jet Cargill, Michin Miyahim et Bifab, et justement, qui dit forcément pin sur la championne, dit forcément match de championnat. Oui, monsieur, oui, madame. On fait le tomber sur un champion, ça veut dire match de championnat dans un PPV PLE garanti. Et du coup, il me semble que c'est déjà annoncé pour Clash in Italy. Donc on se dit, ok, on va voir à quoi ça pourrait donner. Est-ce que Jet Cargill va récupérer la couronne, le titre auquel ben, elle a perdu de manière politique, je pourrais dire ça comme ça, parce que entre Liv Morgan et Rhea Ripley, il me semble que dans les côtés créatifs, c'est comme si elle faisait de la politique. Ou alors on nous laisse sous-entendre. Je laisse peut-être des graines là où il faut peut-être pas, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais il me semble, bah, je pourrais peut-être spoiler, mais ça gâcherait la surprise. Donc je préfère de ne pas spoiler bah, la carte de Clash in Italy, qui va gagner, qui va perdre. Sinon, bah, on se saoulerait à se dire ah ben putain on s'y attendait. On pourrait se dire ça, mais je ne pourrais pas le dire. Ok. Donc ce n'est que victoire de Jet Cargill, Michin et Bifab, et ça s'arrête ici, rien de plus. Si ce n'est que maintenant, ben, on passe au match numéro 2, auquel ben, il n'y a pas de titre en jeu, juste un affrontement une contre une. Donc Sol Ruka contre Becky Lynch, la championne intercontinentale. Et auquel son titre n'est pas en jeu, comme je vous l'ai dit. Alors, comment on en est arrivé ici? Bah, c'est simple, depuis que Becky Lynch elle a battu Edge Lee à WrestleMania 42, bah, elle montre à quel point c'est la championne intercontinentale émérite, et auquel bah, elle nous montre à quel point qu'elle est meilleure que la plupart du roster féminin du côté d'Euro.
auquel tous les médias en parlent sur elle, comme quoi c'est la meilleure catcheuse du monde, et auquel elle se montre parfois passif-agressif lorsqu'elle s'énerve, et tout en étant hautaine. Et puis, on a une Sol Ruka qui sort de NXT, qui commence à faire bonne impression du côté du roster principal, et que elle fait face à face à Becky Lynch, auquel on pourrait se dire qu'une nouvelle venue se montre un petit peu arrogante envers une catcheuse expérimentée et bien établie dans le roster principal, et auquel Becky Lynch lui fait savoir cela, même si ça part en brawl total. Les semaines en suivent, ça se termine en des Soul Snatchers, puis t'as une promo auquel Sol Ruka annonce direct, pardonnez-moi, qu'elle allait devenir future championne intercontinentale. Mais sauf que pour l'annoncer et le faire, c'est totalement différent. Donc, entre le dire et le faire, il faut prouver auquel tu peux montrer que tu peux devenir championne. Je sais pas si ça a été clair, mais je l'ai dit tout de même. Donc dans le match, pas trop grand chose à raconter, ce n'est qu'on a eu spot sur spot. Du côté de la hit, du côté de Becky, c'est sûr qu'elle envoie de la hit auprès de Sol Ruka. Je ne parlerai même pas des pubs auxquels j'ai préféré de skipper tous les pubs, si ce n'est que je préfère en venir au match. Ouais, parce que ce soit les spots publicitaires et pubs, je préfère tout simplement skipper pour venir à l'essentiel du match. Puis après, pas mal de choses se sont passées. Notamment, il me semble qu'il va y avoir une rev bump suite à Sol Ruka qui elle va effectuer un Soul Snatcher sur Madame l'arbitre, qui est entre autres la meilleure amie de Becky Lynch. Et je parle bien sûr de Jessica Carr. Même si en vrai c'est que du troll ce que je dis, mais en gros elle a subi un Soul Snatcher et du coup elle est elle est out, elle est KO pour éviter de continuer à arbitrer le match, et du coup ça laisse de la liberté entre Sol Ruka et Becky Lynch d'effectuer pas mal de coups bas et de tricheries en tout genre, forcément. Et pourtant, ça ne se passe pas comme prévu, même pour Becky Lynch, auquel, lorsqu'elle pense avoir le dessus, ou un disarmeur, ou un manhandle slam, il n'y a pas d'arbitre pour officialiser le match par abandon ou par tombée. Donc c'est un peu ballot. Puis après, Sol Ruka prend l'avantage, etc. Elle aide à prendre conscience à l'arbitre pour qu'elle se le remette debout, pour qu'elle soit bien réveillée. Mais par la suite, Becky Lynch va utiliser sa ceinture pour frapper Sol Ruka avec, et du coup ça provoque une disqualification. Donc oui, vous avez bien compris, c'est victoire de Sol Ruka par disqualification, et c'est défaite pour Becky Lynch, mais heureusement qu'elle perd pas sa ceinture, et auquel je ne sentais pas qu'elle était si en danger que ça. Et du coup, elle va commencer à tabasser encore et encore Sol Ruka. Donc ça ne s'arrête pas. Elle anticipe pas mal d'agressions physiques. Et après, ça s'arrête ici avec une Becky Lynch, certes perdante par disqualification, mais toujours championne. Voilà, aussi simple qu'efficace. Et auquel je passe directement au match suivant. Et ce match suivant, c'est pour le titre masculin intercontinental de la WWE, entre Penta contre Ethan Page. Donc voilà tout. Bon, comment on en est arrivé ici ? C'est simple, Ethan Page vient d'arriver dans le roster principal. Il défie déjà le gros poisson qui est le champion intercontinental. Et du coup, il a une seule ambition, c'est devenir champion intercontinental pour, qui sait, customiser le titre aux couleurs du Canada, comme il avait fait avec le titre nord-américain. En vrai, je me dis, est-ce que ça serait utile ou pas de faire différentes customisations du titre, même s'il y en a qui sont pas très fans, ou alors ça vaut peut-être pas la peine de le faire. Dans les deux cas, vaut mieux pas trop y penser, si ce n'est que le match était plutôt bon, pas mal
pas mal d'offenses de Penta auxquelles il prend le dessus sur Ethan Page. Puis bien sûr Ethan Page avec la malice qui montre à quel point il sait comment s'y prendre avec Penta ou n'importe quel catcheur babyface auquel il neutralise. Donc même si parfois son arrogance parle pour lui, il montre à quel point il n'a pas peur de celui qui prétend avoir aucune peur. Donc vous avez bien compris, zero miedo. Donc aucune peur. Pas mal d'échanges, tentative de twist and grit, parce que je pense que la dernière fois je m'étais trompé, j'avais dit twist of fate, mais non c'était twist of grit, donc une variante de twist of fate, auquel ça n'a pas passé, tentative de Penta Driver qui ne passe pas non plus, Mexican Destroyer qui ne va pas trop esthétiser, le Olego's Edge aussi, même si je pense que la plupart des prises finish et de spots spéciaux auxquels on a eu étaient présents dans le match, hein, et auxquels je pourrais pas vous mentir, je trouve que ce match intercontinental masculin est, si je peux m'abuser, celui du main event, malgré que c'est pas à la hauteur du show Saturday Night Main Event, je peux reconnaître c'était quand même de deux bons matchs, et le premier, le deuxième et troisième, je vais pas vous mentir, j'étais pas dedans. Mais je vais quand même mettre un troisième parce que pour moi, jamais de 103. Donc je vais faire peut-être un choix perso, mais je ferai de mon mieux. Voilà. Si ce n'est que le match entre Penta et Ethan Page était plutôt pas mal, sans être aigri de la vie. J'essaye d'être le plus objectif au possible, même si c'est pas évident, mais je fais de mon mieux, c'est tout ce qui compte. Bon, après que Ethan Page pensait pouvoir en finir avec Penta, parce que vu comment il se sentait pousser des ailes et il se voyait déjà champion, finalement, toutes ses offenses finissent toujours au compte de 2. Il essaye de reprendre l'avantage, mais cette fois-ci c'est Penta qui va avoir l'avantage psychologique et qui sent qu'il a la victoire au bout des doigts. Si je ne m'abuse, il va faire le genre de sacrifice en brisant le bras de son adversaire et de terminer le match. Ce ne sera pas avec un Penta Driver, il me semble que ça va se terminer avec un Mexican Destroyer. Donc vous avez bien compris, le Canadian Destroyer mais façon mexicain. Donc c'est comme ça comment Penta conserve son titre et qui reste toujours champion. Donc qui quitte bien sûr Saturday Night Main Event en tant que champion. Donc voilà, merci pour Penta. Je passe directement au quatrième match. Et le quatrième match, c'est pour les titres du monde féminin par équipe de la WWE. Entre Paige et Brie Bella contre The Irresistible Forces, donc les Forces Irrésistibles, équipe composée de Nia Jax et Lash Legend. Là, comme je vous l'ai peut-être dit, que ce soit le match à 6 femmes du début du show, ou encore Sol Ruka et Becky Lynch qui avait du potentiel mais que j'étais pas trop dedans, et le quatrième match qui est bien sûr pour les titres féminins par équipe, je peux reconnaître, je n'étais pas trop été dedans. Oui, je l'admets, je suis honnête, je n'ai pas trop été dedans, je n'ai pas trop été investi, si ce n'est que j'ai regardé vite fait, parce que vu comment j'avais le sentiment d'avoir oublié un truc en plus, et du coup ce truc en plus, je l'ai regardé, c'était pas fameux malheureusement, c'était pas fameux. Je vais pas trop dire d'avis trop négatif, vu comment je suis déjà assez blasé pour être trop négatif, si ce n'est que je peux reconnaître tous les catcheurs et catcheuses ont fait de leur mieux pour que ce soit un bon Saturday Night Main Event. Ils ont fait du mieux que possible, mais malheureusement, c'était pas la hauteur, malheureusement. Certes, les Forces Irrésistibles, je pensais les voir championnes, vu comment elles sont très dominantes et très dangereuses. Ça pourrait avoir un avantage pour eux, qui pourraient devenir championnes pour la deuxième fois, par équipe. Donc moi ça me semblait un petit peu logique. Puis t'as Paige et Brie Bella qui restent toujours championnes, parce que on attend toujours que Nikki se rétablisse pour qu'elle puisse enfin devenir championne par équipe avec sa sœur. Comme ça les deux sœurs jumelles peuvent se targuer d'être championnes ensemble, parce que c'est beau
la fraternité entre sœurs, quoi. Et si ce n'est que après pas mal de domination des forces irrésistibles, ce sera en dernier Paige et Brie Bella qui vont avoir le dessus et qui vont réussir à remporter le match. Et il me semble, celle qui va faire le pin, par surprise, il me semble que c'est Paige qui va faire le pin gagnant sur Nia Jax. Je suis peut-être pas très sûr, parce que je l'avais vu ce match il y a quelques jours, et je vais pas vous mentir, j'ai le sentiment d'avoir un petit peu oublié, mais j'essaye de retenir la fin. Si ce n'est que je sais que c'est eux qui remportent le match et qui conservent les titres. Donc oui, en ce moment on pourrait dire que Saturday Night Main Event était bourré de suspense, entre autres, qui n'en avait pas, et de surprises auxquelles il n'y en avait absolument pas. C'est ça ce qui nous manque, le suspense, le sentiment d'être surpris, le sentiment de passer un excellent moment. C'est vrai que ça, on l'envoie directement aux toilettes, et ça, ça ne passe pas avec moi. Clairement, ça ne passe pas du tout. Mais bon, de toute façon, je vais passer directement au main event. Et le main event, c'est pour les titres du monde par équipe de la WWE du côté de Raw. Donc entre The Vision, donc la Vision, équipe composée de Logan Paul et Austin Theory, accompagné par Paul Heyman, contre les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Oui. Alors... je pense que tout tourne autour de Seth Rollins, il me semble. Si ce n'est qu'il se passe quelque chose entre Seth Rollins et Angelo Dawkins, comme si Seth Rollins voulait à tout prix manipuler, entre guillemets, je dis bien entre les guillemets, j'en suis pas très convaincu là-dessus, comme s'il voulait essayer de manipuler Angelo Dawkins en disant rejoins-moi, avec moi c'est sûr tu deviendras quelqu'un de très intéressant en équipe, grosso modo. Montez n'était pas trop chaud que son collègue se fasse, on va dire, amadouer par les paroles de Seth Rollins. Et du coup, malgré tout, il montre une certaine attitude, surtout en disant qu'il faut se concentrer sur les titres du monde par équipe qui prennent en otage la Vision. Ce que je pourrais dire là-dessus. Et auquel la Vision, certes, ils ont une petite histoire auquel il n'y en a pas beaucoup trop développé, si ce n'est que depuis des semaines, Bron Breakker ne fait que s'acharner sur les Street Profits avec Logan Paul et Austin Theory, notamment en enchaînant des spears à répétition. Et voilà comment le match fut annoncé, même s'ils avaient gagné le droit d'affronter les champions. Alors oui, je sais que les paroles de Joe Hendry avec Paul, on veut virer Logan Paul, c'est vrai que ça prend tout son sens. Alors je dis bien en tant qu'être humain comme en tant que performeur. Disons que en tant que sportif performeur, c'est vrai que Logan Paul, il fait plutôt les choses bien sous le ring, je peux le reconnaître, que ce soit en tant que boxeur, en tant que catcheur. C'est vrai qu'il montre une certaine aisance et surtout le côté star power, certes controversé, mais qui montre à quel point il a un certain charisme et une prestance auquel on peut aimer ou on peut très détester. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, je l'avais déjà dit auparavant, on sait qu'en tant qu'être humain, c'est un sale type. Notamment quelqu'un qui aime frauder les gens, quelqu'un qui aime frauder ses propres abonnés, ses propres fans. C'est vrai que ça, c'est pas très Charlie du tout, et auquel, quand Joe Hendry nous dit qu'on veut qu'on vire Logan Paul parce que le gars est un arnaqueur, quelqu'un qui fraude des gens, certes, cette blague de musique qui était premier degré, premier ou second degré amusante, finalement, quand on y pense, quelque part, il n'a pas tort. Et pourtant, on peut dire quoi que ce soit sur Joe Hendry, c'est vrai que là, il a bel et bien trouvé un truc pour le rendre over, parce que au moins, ce qu'il a le don, Joe Hendry, c'est faire en sorte qu'il arrive à se rendre over, même pour un petit rien ou un petit truc ridicule qui mine de rien, le fait avancer à quelque chose.
Je sais qu'il y en a qui sont pas trop de cet avis, mais il faut essayer de voir avec le bon côté des choses. En tout cas, moi, je le vois bien ça de bonne manière. Et qu'au moins, tu fais qu'on divertisse le public, c'est tout ce qui compte. Parce qu'au moins, on ne fait pas réagir le public sans provoquer de réaction. Alors que les bonnes réactions pour faire réagir le public prend tout son sens. Est-ce que ça peut durer dans les temps? Oui et non, enfin c'est un peu compliqué. Mais bon, là n'est pas la question de parler de Joindry, là est la question de parler du match, si ce n'est que on a eu des matchs basiques par équipe, auxquels c'est simple et assez facile à décrypter, ce n'est que les heels restent heels dans le match et les babyface restent babyface dans le match. Ça tisse pas mal d'échanges, notamment quand on veut faire rentrer Angelo Dawkins ou même Montez Ford, peu importe des deux. Et il y a un moment donné, je pense que Bron Breakker arrive dans le public pour encore nous taper le sprint pour effectuer un spear de la mort, mais cette fois-ci ce sera lui qui va se faire bolosser par Angelo Dawkins ou par Montez Ford. Donc en gros, il s'est mangé un bounce et il finit sur la table des commentateurs. Et je sais pas si à ce moment-là, mais quand Angelo Dawkins il arrive, il fait son comeback, il attaque Austin Theory et Logan Paul. Et au moment où il envoie Logan Paul à l'extérieur, je crois que c'est à ce moment-là auquel il va faire son Tope Suicida ou Tope Kan Hero, auquel Logan Paul certes va attraper Angelo Dawkins en plein vol, mais que par la suite il va apparemment se blesser sérieusement. Et d'ailleurs, au passage, j'avais complètement oublié, mais apparemment, Sol Ruka aussi serait blessée. Est-ce que elle aussi c'est kayfabe ou sérieusement, comme Logan Paul? C'est vrai que c'est la question que je me pose. En tout cas, si c'est sérieux, dommage, dommage. Encore un membre de The Vision qui est maudit et auquel on se dit, ah là là, par pitié que cette équipe soit tuée dans l'œuf, hein, parce que à force d'enchaîner les catcheurs qui se blessent, c'est pas possible pour la faction de continuer. Bon, après vous allez peut-être dire ouais, mais le Judgment Day ils ont du mal à s'arrêter là. Eh ben pourtant c'est ce que je souhaite, que ça s'arrête ici, parce que selon moi j'ai déjà assez trop vu le Judgment Day, j'en ai déjà assez bouffé du Judgment Day pour ma vie entière. Voilà quoi. Donc après cela, pas mal d'échanges. Et je ne pense pas que Seth Rollins était présent. Non, je ne pense pas qu'il était là. Puis après, pas mal d'offenses, notamment quand il y a distraction de Paul Heyman envers l'arbitre. Je crois que c'est à ce moment-là auquel Logan Paul il va utiliser son coup de poing américain avec son One Lucky Shot, auquel il va frapper soit Montez ou Angelo, et ça va permettre à Austin Theory d'effectuer le tombé gagnant pour la victoire. Et du coup, c'est tout simplement la vision, Logan Paul et Austin Theory, qui conservent les titres et qui ressort grandi de ce match, et c'est eux qui clôturent le main event. Et quoi de mieux de clôturer le main event avec la vision qui sait faire ce qui sait faire de mieux, attaquer les babyface perdants. Donc en effectuant pas mal de prises, surtout avec les spears de Bron Breakker, et que ça s'arrête là, tout simplement. Donc voilà, tout ce qui est dit sur Saturday Night Main Event a été dit, et comme je l'ai dit au début de vidéo, selon moi, c'est pas la meilleure édition de WWE. Espérons que Clash in Italy va rattraper ce show bâclé qui est Saturday Night Main Event. Espérons. Et du coup, selon moi, moi j'ai passé un week-end de dingue avec la ICWA, le Bodyzoy Factory épisode 3, et le show Double or Nothing que j'ai vu quelques petits extraits, mais j'ai pas vu en show complet. Disons que les trois vaut largement que Saturday Night Main Event. C'est un peu difficile à dire, mais c'est la vérité. Mais bon, je pense que j'ai assez terminé comme ça à expliquer de pourquoi j'avais du mal à m'investir sur Saturday Night Main Event, même si je me rends compte que j'ai un tout petit peu du mal à parler. Mais bon, de toute façon, je vais clôturer cette vidéo, et du coup, je vous dis merci à tous. Je passe à la conclusion. Merci bien.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout, mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!